Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Daniel Cluzot, je viens de l'Université de Rennes. Mon laboratoire est basé à Paimpont dans une station de terrain qui s'appelle la station biologique de Paimpont. Et je travaille sur l'écologie des lombriciens, à savoir justement quels sont les facteurs qui vont déterminer la distribution de cette biodiversité des sols. Je cherche à savoir aussi quels sont les impacts avec les pratiques agricoles et puis aussi les pratiques plus générales de gestion, pas uniquement des agriculteurs, mais aussi des gestionnaires d'espaces verts, des jardiniers ou autre chose comme ça. Et puis on essaie aussi, dans un troisième axe, de travailler sur la mise au point d'éco-techniques qui permettraient de favoriser la restauration des communautés lombriciennes en modifiant les pratiques ou en modifiant le sol, ou les deux. Et puis on essaie de voir aussi comment on pourrait utiliser les vers de terre pour des missions et des fonctions qui pour l'instant n'étaient pas évidentes. Donc ça, on n'aura pas l'occasion d'en parler aujourd'hui, mais par contre, ça peut se trouver sur Internet, ces informations-là. Aujourd'hui, donc, j'ai prévu une conférence de 3 heures. Donc, on fera une pause quand même, hein, au bout de 2 heures. Et on fera aussi un temps d'échange qui permettra de poser des questions que je ne vais pas forcément présenter, parce qu'au bout d'une heure et quart, je vais arrêter de parler, même si je n'ai pas fini ma conférence. Et par contre, vous pouvez me poser des questions au fur et à mesure de la progression de l'exposé, où on va surtout parler de la biologie et de l'écologie des vers de terre, beaucoup moins de l'impact des activités humaines sur les vers de terre, parce que j'aurai pas trop le temps d'en parler aujourd'hui, mais on verra comment ça marche, à quelle vitesse on avance. Et puis, je voudrais aussi introduire, avant de parler des vers de terre, je voudrais introduire les sols et les problématiques actuelles sur les sols. Donc il y a des enjeux sociétaux, des enjeux écologiques en zone tempérée. Et je voudrais aborder quelques petits concepts pour qu'on soit tous d'accord sur quel est le rôle des sols et quelles sont derrière ça les interactions avec la biodiversité des sols. Donc le sol, je ne présente pas sa constitution ni sa formation, c'est-à-dire les processus de pédogénèse. On a des cours qui sont très bien faits en ligne sur de comment se forment les sols. Ce qu'il faut retenir par rapport à cette formation des sols, c'est qu'en zone tempérée, il y a création de sols à la taille, à l'épaisseur de à peine 1 mm par an, et ça fera 1 cm dans 100 ans. Et donc aujourd'hui, toute quantité de sol qui sort de la parcelle par érosion, lessivage et autres processus, bien, ce sol ne reviendra pas dans la parcelle avant 100 ans à 200 ans. Donc, on prend comme principe qu'à la différence de l'eau, de la biodiversité, le sol peut être considéré comme une ressource non renouvelable à l'échelle des générations humaines. L'eau, on peut la nettoyer rapidement. Si on met les moyens techniques et financiers, on arrive à la restaurer. L'air, c'est pareil. La biodiversité, si on arrête de la massacrer à tel ou tel endroit, on va voir revenir cette biodiversité avec des pas de temps qui sont de 10 ans, 20 ans. Pour le sol, on est plutôt sur les pas de temps qui sont de 100 ans à 200 ans. Donc c'est pour ça qu'on va considérer que c'est une ressource épuisable à l'échelle de notre vie. Donc il faut, si possible, conserver le capital sol et, si possible, le faire fructifier pour, si possible, l'augmenter en termes de capital. Donc il y a différents termes de qualification des sols, hier, aujourd'hui, puis demain. Aujourd'hui, donc hier, on parlait plutôt de fertilité des sols. On voyait le sol comme un support pour pouvoir produire la nourriture pour l'humanité. On en reviendra sur ce service rendu par les sols. Je ne vais pas forcément lire tous les textes, parce que ce diaporama, vous l'aurez à disposition aussi, pour revenir sur les définitions. Là, c'est juste pour montrer un peu comment évolue la position de la société vis-à-vis des sols. Donc, fin du 19e, début du 20e, le sol, c'est le principe, c'est de définir sa fertilité, surtout à l'époque physique et chimique, pour pouvoir savoir
quel était un bon sol pour pouvoir produire les aliments qui étaient nécessaires à l'humanité à cette époque-là. Après, progressivement, eh bien, on a fait jouer au sol plusieurs rôles, pas uniquement le rôle de production de végétale, assurant des aliments pour l'humanité, mais aussi des rôles d'épuration, des rôles de terroir, associant la qualité d'un sol à une qualité de production et derrière ça une valorisation en termes d'AOP ou choses comme ça. Mais la qualité d'un sol, eh bien, il y a les composantes du sol qui vont faire que le sol va être peu épais, épais, acide, pas acide, etc., etc. Et on va dire que c'est un bon ou un moyen sol selon la position qu'on va occuper en termes d'attente que l'on a par rapport à ces sols. Mais il y a aussi une qualité dynamique. Elle fait qu'un bon sol pour un viticulteur n'est pas forcément un bon sol pour un céréalier. Puisque le céréalier il a besoin de sols très profonds sur lesquels les céréales peuvent pousser en grande quantité. Le viticulteur, des fois, un sol rocailleux il peut préférer un sol rocailleux très superficiel et ça va être un très bon sol viticole. Et donc aujourd'hui, et puis il y a demain aussi. Hier, qu'est-ce qu'on considérait comme un bon sol? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on considère comme un sol de bonne qualité? Et demain, qu'est-ce qu'on va considérer comme sol de bonne qualité? Est-ce que c'est un sol qui va assurer une fonction, deux fonctions, trois fonctions? Bon, on verra un peu tout ça. Et puis il y a une notion un peu à la mode, entre guillemets, pour aujourd'hui et demain, c'est de s'occuper de la santé, One Health. Donc tout est ramené à la santé. C'est une façon, une anthropisation forte de l'usage des sols et de l'interprétation qu'on peut en faire. Et je vous la donne parce que c'est un débat d'actualité, mais je ne suis pas forcément pour l'utiliser comme terme. Déjà, je trouve que la notion de qualité est subjective, parce que en fonction de l'usage qu'on va en faire et puis de la société dans laquelle on vit, parce qu'un bon sol en zone tempérée ne sera pas la même chose en zone méditerranéenne, etc., etc. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que le sol joue différents rôles, il fournit des services. Donc les sols, ils ont des propriétés, hein, ils sont en texture, ils sont argileux, limoneux, sableux, argilo-limoneux, etc., etc. Et donc ils ont un pH plus ou moins acide. Tout ça, ça va influencer des fonctions dans les sols. Et ces fonctions, eh bien, elles vont assurer des services pour la société. Les fonctions de dégradation de la matière organique, eh bien, ça va servir à épurer puis à dégrader les pesticides organiques que l'on va répandre sur un sol. Le sol va être capable de le dégrader, tant que faire se peut. Donc ça rendra un service écosystémique à la société. Mais autant la fonction d'un sol, autant la propriété d'un sol, c'est quelque chose qui est inhérent. Donc ça ne bouge pas, ça peut évoluer au cours du temps, mais c'est défini, facile à définir. Le service écosystémique, il est défini par la société d'aujourd'hui. Ce service, ce besoin de service ne sera pas le même dans 10 ans, dans 50 ans ou dans 100 ans. Donc là encore, c'est une interprétation un peu anthropique du rôle des sols. Mais par contre, les fonctions des sols, on les connaît par rapport à ça. Si on part de la principale, c'est la fourniture d'aliments. Donc ici, vous voyez, fourniture d'aliments, de fibres, de combustible, mais ça sert aussi à séquestrer le carbone, ça permet d'épurer l'eau, ça contribue à la régulation du climat, ça alimente aussi les cycles biogéochimiques, le cycle du carbone, le cycle du phosphore, le cycle de l'azote. Et bien aussi, ça sert d'habitat pour une biodiversité. Et puis, ça régule les crues, ça permet aussi d'apporter des éléments demain de biodiversité sous forme de biodiversité des champignons ou des bactéries qui pourront être utilisées par la pharmaco. On s'en sert aussi comme matériau pour construire, comme fondation pour bâtir des habitations, pour construire des réseaux d'échange et de transport. Et puis, c'est aussi un patrimoine culturel, dans le sens que dans ce sol, on va retrouver de l'information sur les sociétés passées. Et donc, c'est aussi une des fonctions qu'on peut faire jouer au sol. On va essayer là de se focaliser sur une première fonction qui est le sol et support pour nourrir l'humanité. À votre avis,
quel est le pourcentage de notre nourriture qui est produite sur le sol? Est-ce qu'il y aura des interrogations écrites à la fin? On ne l'a pas dit. Un QCM. Un QCM. Ah si, mais, vous avez examiné les gens pendant un certain temps, maintenant il faut que vous examiner. Alors, à votre avis, on est plutôt dans 50%, 50% la mer, hydroponie et compagnie 10%, donc les sols ça fait 40%, non? 80%, 85%, 95%, 100%. Les animaux, vous comptez ça comme... Ah oui, mais les animaux qui mangent de l'herbe, qui mangent des céréales, du soja, tout ça c'est produit sur les terres immergées. Ah, donc c'est dedans. Il y a que les poissons, les oiseaux. Bon, 90%, allez. Donc 95%. Ah, c'était pour moi. 95% de produits consommés par l'humanité directement ou indirectement sont produits sur les sols. Sur des sols, des bons sols fertiles, justement, tels que la définition a été faite, qui permettent de produire une grande quantité d'éléments nutritifs ou d'aliments par hectare. Par contre, on a une question aujourd'hui, c'est combien il y a de bons sols fertiles sur l'ensemble des terres immergées? Si on enlève les banquises, les zones trop froides, les zones trop chaudes, les zones trop humides, les zones trop sèches, à votre avis? 5%, 20%, 30%, 40% des terres immergées. 20%. Donc, on va voir à la fin. On va voir une petite animation là. On va faire une petite animation. Donc là, on a les non-sols. C'est des banquises, c'est pas un sol. Après, on va voir les sols qui sont trop hauts, des montagnes. Après, on va voir les sols qui sont trop froids. Après, on va voir les sols qui sont trop chauds. Après, on va voir les sols qui sont trop secs. Après, on va voir les sols qui sont trop pauvres. Après, on va voir les sols salins. Après, on va voir les sols qui n'ont pas assez d'eau pour pouvoir alimenter les... Après, on va voir les forêts, comme les forêts de conifères, les forêts trop humides, et puis les forêts tropicales. Donc, 5%. Là, on a des soucis à se faire, parce que déjà, en fin de compte, ça constitue entre 13 et 18% des terres immergées. Mais sachant que pour ça, on a déjà rasé plusieurs forêts. La forêt qui était chez nous, en zone tempérée. Donc le biome qui s'appelle forêt tempérée à feuilles caduques, eh bien, il va de Brest à Vladivostok avant que l'humanité s'installe. Aujourd'hui, de Brest à Vladivostok, c'est tout sauf de la forêt. En Pologne, il y aura encore quelques forêts relictuelles, mais elles ne sont plus relictuelles non plus. Elles ont quand même évolué sous la main de l'homme ou de l'humanité. Donc, par rapport à ça, aujourd'hui, si on veut augmenter la production d'aliments pour l'humanité, soit on évite le gaspillage déjà, soit on intensifie la production sur les terres qui sont des terres agricoles de bonne qualité, ou on continue à déboiser les forêts qui sont encore debout pour augmenter les surfaces exploitables pour produire des aliments pour l'humanité. Donc, par rapport à ça, l'humanité, elle est gentille parce qu'elle s'intéresse à l'écologie et elle dit que maintenant il nous faut des sols sains pour une vie saine, passant par des produits sains. Et avec ça, ça veut dire qu'il ne faut pas que les sols non plus soient contaminés par des pollutions historiques ou des pollutions actuelles. Et donc, comment faire pour ça? Parce qu'en même temps qu'il y a ces demandes de la société et de l'humanité, on a une évolution de la surface de sol disponible pour produire qui aurait tendance à régresser. Et donc, il y a des facteurs de dégradation des sols aujourd'hui
qui sont en cours, avec des conséquences liées aux activités industrielles, à l'urbanisation, à l'intensification de l'agriculture. Et puis tout ça, eh bien, ça s'associe avec des processus naturels qui font que, naturellement, l'érosion est un processus naturel, mais les activités anthropiques accentuent les processus d'érosion. La salinisation des sols, des deltas, des grands fleuves, c'est un processus naturel, mais là, avec l'intensification des cultures de rizières, choses comme ça, ou autres, eh bien, on intensifie je perds le terme, c'est pour apporter de l'eau sur les plantes, d'irrigation, eh bien, on salinise aussi les sols, et donc on augmente la salinisation des sols. Donc, on a quand même des problèmes de dégradation des sols. Et par contre, il y a un facteur principal qui entraîne la dégradation des sols. À votre avis, parmi ces différents facteurs négatifs qui dégradent les sols, quel est le principal facteur de dégradation des sols les plus fertiles? Non. L'homme est responsable de tout ce qui est au-dessus dans le quartier haut de L'intensification de l'agriculture. L'intensification de l'agriculture, ça serait le facteur principal. Qui perd des sols les plus fertiles. Hein. Les sols les plus épais, les plus riches, les plus fertiles, seraient dégradés par les activités agricoles, principalement. Madame, vous dites quoi? Par l'urbanisation. Ça veut dire quoi l'urbanisation? Ça veut dire qu'en étant, par exemple, si je regarde Saint-Brieuc, le pays que je suis, oui. L'agglomération a fait disparaître une quantité de terrains agricoles. Voilà. Et ces terrains agricoles qui entourent les villes, c'est des mauvais sols, à votre avis? C'est des sols moyens ou des bons sols? Il y avait des bons sols. Voilà. Quand les villages se sont installés en Gaule, ils se sont installés près des cours d'eau, en bas de la montagne, dans les zones où il y avait de quoi aussi circuler, mais aussi où il y avait de quoi produire. Et les sols étaient profonds. Et donc, au fur et à mesure que l'humanité s'urbanise, elle s'urbanise de plus en plus vite depuis 50 ans, parce que les Chinois étaient à 20% urbains il y a 30-40 ans, et ils ont basculé à plus de 50% d'urbains il y a 5 ans. Mais c'est valable aussi pour tous les pays en France. Comme vous dites, on perd des hectares recouverts par l'urbanisation, mais c'est valable sur toutes les métropoles du monde. Et à chaque fois que les métropoles grandissent, eh bien, elles consomment les sols parmi les sols les plus fertiles de la région. Donc, le facteur principal de dégradation des sols, c'est l'urbanisation. Vous avez raison. Là, c'est un chiffre de 2015, comme quoi il y avait 11 hectares à l'échelle européenne qui disparaissaient par heure. Là, on voit ici sur cette deux cartes IGN en 50 et puis en 2022. Si on l'agrandit un peu, vous voyez ici là, les réseaux de routes, mais aussi l'urbanisation qui est venue s'installer à la place de ça. Donc, si on compte aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est en moyenne à 25 000 hectares. Donc, bien sûr, il y a eu des réactions des ministères qui ont essayé de développer ce qu'on appelle la sobriété foncière. Maintenant, on a une nouvelle loi qui est en cours de discussion. Elle a été votée, mais maintenant elle est remise en question. C'était le ZAN, le zéro artificialisation nette. Vous le répétez 10 fois devant votre miroir, vous allez articuler après. Donc le ZAN, il va être remis en question par le Premier ministre dans sa politique dans son discours de politique, là. Mais bon, par contre, on voit bien quand même que sur les 15 dernières années, il y a quand même une tendance à essayer de limiter, de passer de 30 000 à 20 000 hectares. Mais quand même, on reste à 20 000 hectares. Le plateau de Saclay, à l'ouest de Paris. Roissy, sur les terres à betteraves. Voilà, Paris s'étend sur des très bons sols céréaliers aussi. Donc, on court après, justement, des nouveaux sols pour compenser. C'est pour ça que le ZAN, ou la politique du ZAN, a été pensée. Mais par contre, elle ne plaît pas aux maires ruraux qui disent « Mais moi, je peux quand même construire mon lotissement, parce que j'ai encore de la place quand même. » Mais les responsables d'agglo ou
de métropole veulent aussi la même chose. Le sol est considéré comme un réservoir de support de construction, hein. C'est tout. On ne voit pas le principal rôle des sols comme porteurs d'alimentation pour l'humanité. Et donc, ces principaux facteurs de dégradation qu'on vient de voir vont impacter le compartiment qui nous intéresse aujourd'hui, la biodiversité des sols, en particulier les vers de terre. Et donc, dans ce sens-là, on va déjà avoir une perte de matière organique, hein, dans les sols, parce que justement, on les laboure de plus en plus. Et donc, les activités microbiennes sont de plus en plus importantes, parce qu'on réoxygène le sol. En réoxygénant les couches profondes du sol, eh bien, on stimule les microbes. Et les microbes consomment de la matière organique humifiée qui était dans ce sol moyennement profond. Donc, on a à l'échelle européenne, en zone tempérée, une perte de matière organique. Donc, on a aussi d'autres facteurs, mais la perte de matière organique qui constitue une perte de nourriture pour la biodiversité. Il y a beaucoup moins à manger. Il y a une perte de biodiversité, et puis donc là, ça nous fait associer à une disparition d'espèces ou à une diminution des rôles que peut jouer cette biodiversité. Il y a du tassement, et donc le tassement des sols va conduire aussi à une limitation de la capacité de la faune du sol dans les sols à pouvoir se déplacer. S'ils ne sont pas capables de creuser des galeries pour avancer, eh ben, ils vont rester à la surface ou rester où ils sont. Et donc, s'ils restent où ils sont, s'ils ne peuvent pas se déplacer, ils ne peuvent pas non plus aller à la recherche de nourriture. Donc, on va forcément entraîner une diminution des abondances ou des richesses d'animaux ou de bactéries dans le système. Les sols peuvent être contaminés par des métaux lourds, par des produits chimiques organiques ou par aussi de la biodiversité, mais des pathogènes, par exemple. Donc ça peut agir. Et puis le dernier facteur qu'on disait sur l'artificialisation des sols, qui est à la fois le sol sur lequel il sert de construction, mais sur lequel aussi on va construire les réseaux routiers qui nous permettent de communiquer entre nous. Réseaux de communication, parce que ça peut être des TGV, hein. Ça peut être des aéroports, choses comme ça. Donc maintenant, une fois une introduction assez longue, mais nécessaire sur les sols et la fragilité de cette ressource de sol qui est non renouvelable et qui disparaît à la vitesse de 20 000 hectares en France par an. Donc après, on se rend compte à l'échelle de l'Europe, de l'Union européenne, et on se rend compte à l'échelle du globe. On va parler du sol et de la biodiversité. Et donc, ce qu'il faut retenir par rapport à la biodiversité, c'est que le sol est un réservoir de biodiversité, puisqu'on considère que 30% au moins de la biodiversité mondiale se trouve dans le sol. Et on considère que par contre, on n'en connaît qu'une infime partie, puisqu'on considère que le sol est une frontière biotique. Les frontières biotiques, c'est des espaces qu'on a peu inventoriés. Les grands fonds océaniques sont une frontière biotique. La cime des arbres dans les forêts équatoriales, eh bien, c'était aussi une frontière biotique le temps qu'on invente les radiodécimes. Maintenant qu'on a inventé depuis 20 ans ou 25 ans le radiodécime, qui permet d'inventorier toute la biodiversité qui est à la surface des arbres des forêts tropicales, on a fait des progrès. Et pour l'instant, donc, on a des connaissances, mais elles sont quand même limitées. Elles sont limitées parce que dans un gramme de sol, on va avoir entre 4000 et 100 000 espèces de bactéries, 2000 espèces de champignons, qu'on estime aujourd'hui avec le séquençage génétique, on projette ces nombres-là. Mais alors qu'on a des gens qui disent que les sols sont morts en zone tempérée, même si on consomme, si on a tué 99% des bactéries, eh il restera encore 1000 espèces de bactéries. Peut-être qu'avec les 1000, on peut peut-être arriver à produire des choses avant d'acheter des poudres de perlimpinpin qui coûtent très cher et qui sont censées restaurer les sols. Donc ne pas acheter de poudre de perlimpinpin si vous en avez qu'on vous propose, surtout pour le jardinier amateur, puisque on sait que les sols sont dégradés et donc il faut les restaurer. C'est toujours le discours du déclin. Et on vous vend derrière ça un produit qui vous permet de limiter le déclin, voire vous affranchir du déclin. Donc ça, c'est pour les jardiniers, ça existe, mais c'est surtout pour les agriculteurs.
comme ils ont une mauvaise conscience de ce qu'ils ont fait pendant 30 ans ou 40 ans, eh bien, on utilise cette mauvaise conscience pour leur vendre des produits qui ne servent à rien. Donc voilà. Donc fin de publicité pour les produits qui ne servent à rien. Appelé le tour de Bernardin et qui s'appelle stimulateur microbien, lacto, quelque chose. Voilà. Et donc à côté de cette grande diversité des micro-organismes, bactéries, champignons, on a aussi la faune du sol. Donc des invertébrés du sol, principalement, où on va avoir dans 1 mètre carré plus de 1000 espèces d'invertébrés. Donc cette biodiversité des invertébrés et des micro-organismes, eh bien, elle se répartit selon des classes de taille. On va avoir les micro-organismes qui vont vivre à l'échelle du micromètre. On va avoir, parce que là, vous avez les micro-organismes et puis la microfaune, comme les protozoaires, par exemple, qu'on considère faisant partie de la faune, mais bon, c'est limite, qui vivent à l'échelle du micromètre. Leur espace de vie, c'est cet espace de... C'est une sphère, un cube, comme vous voulez, mais qui fait 1 micromètre de côté. La mésofaune, c'est les petits insectes aptérygotes qu'on connaissait à une époque, colamboles, mais c'est aussi des acariens, c'est aussi des larves de diptères, etc., qui vont vivre plutôt à l'échelle de la motte de sol, dans le sens à l'échelle de 10 cm à 50 cm. Et puis après, on va avoir la macrofaune, qui, elle, va plutôt vivre à l'échelle de l'ensemble du profil de sol, à condition qu'elle soit capable de se déplacer dans ce sol. Donc ça, c'est la macrofaune. Donc tout ça, c'est des invertébrés. Et puis on a la mégafaune avec les vertébrés comme donc les mulots. Mais il y a aussi un autre acteur dans ce sol qui n'est pas là et qui est présent partout. Qu'est-ce qui manque dans ce schéma? On a donc les micro-organismes, les invertébrés du sol, on a les vertébrés du sol. Qu'est-ce qui nous manque dans le sol? Qu'est-ce qu'il y a dans le sol qu'on n'a pas encore sur la photo là? Les arbres. Oui, et donc qu'est-ce qu'il y a dans le sol? C'est des plantes. Donc voilà, c'est la végétation au sens large. Tout ce qui est la végétation avec leur réseau racinaire et donc la rhizosphère de toutes les espèces végétales, eh bien cette rhizosphère va interagir avec toute cette faune du sol et avec ces micro-organismes. Donc la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut encore douter que le sol serait un milieu vivant? Parce que c'est vrai que ça ne représente pas grand-chose, cette biodiversité, par rapport à la masse du sol. Mais vous voyez que là, ça représente quand même des centaines de milliers d'espèces qui vont cohabiter ou qui vont aussi collaborer et interagir. Donc dans un sol prairial, on a à peu près la biodiversité, donc les micro-organismes et les invertébrés. Donc la matière organique complète d'un sol, c'est 5%. Donc déjà 5% de matière organique dans un sol, c'est déjà, on considère que le sol est bien pourvu en matière organique. Mais parmi ces 5% de matière organique, il y a à peu près 85% de racines, 10% d'humus, de matière organique humifiée, et il reste 5% pour la matière organique vivante. Les micro-organismes, les bactéries, champignons, les invertébrés du sol, dont on a parlé tout à l'heure, microfaune, mésofaune, macrofaune. Et donc, 0,25% de la masse d'un sol, est-ce que c'est utile de s'intéresser à un compartiment, quoi que ce soit, qui représente si peu de choses? Est-ce qu'on peut reprocher aux agronomes, donc aux généraux de l'agriculture, qui entre 47 et puis 55, on leur a demandé de rendre la France autosuffisante du point de vue alimentaire? Et par rapport à ça, ils ont considéré le sol comme un support physique sur lequel il suffisait d'apporter les éléments chimiques nécessaires à produire ce qu'on avait besoin. Et donc, ils ont appliqué ce constat-là. Le sol est à 95% de la matière minérale, voire 97% de matière minérale. C'est un bon support, il suffit d'apporter les éléments chimiques, les engrais, pour pouvoir produire ce qu'on veut. Et est-ce qu'ils ont eu tort? Non, parce que la France est devenue autosuffisante dans les années 60-70, et après exportatrice, etc., etc. Bien sûr, en parallèle de tout ça, il y a eu des problèmes environnementaux qui sont apparus, les nitrates dans l'eau, les phosphates, après les pesticides, etc., etc. Mais par contre, ils ont bien répondu à la première question qui leur a été posée. Que tout le monde ait à manger sans ticket de rationnement. Et ça a marché. Par contre,
ces désordres environnementaux et écologiques produits par ce choix de ne pas prendre en considération la biodiversité des sols a abouti à du dysfonctionnement. Donc aujourd'hui, on se dit que peut-être qu'il serait nécessaire de prendre en compte justement ces 0,25% de la masse d'un sol que représente cette biodiversité vivante. Alors cette biodiversité vivante, elle est composée d'invertébrés, comme on a vu tout à l'heure. À l'échelle de l'hectare, ça représente quand même une certaine masse, puisque ça fait du 500 kg à 2-3 tonnes de matière vivante par hectare. Les micro-organismes, eux, ils sont 2 fois plus importants en biomasse. Il y a 2 fois plus de matière de biomasse vivante des microbes. Et donc, ce qui fait qu'au total, on a entre 3, 4 à 5 tonnes de matière vivante dans les sols. Et ça, ces 4 à 5 tonnes de matière vivante qui vont justement créer une dynamique et un fonctionnement biologique du sol, eh bien, si on transpose ça en quantité ou en poids de vache, ça nous fait du 6 vaches à l'hectare. Et donc, il faut essayer d'imaginer que dans un hectare de prairie, eh bien, on a autant je dirais d'animaux, mais ce n'est pas que des animaux, donc de biodiversité dans le sol qu'à la surface du sol. Parce que l'herbe, on peut la peser aussi, ça fait quelques tonnes. Mais donc, les sols sont véritablement un réservoir de biodiversité. Et donc, cette image, comme quoi on aurait une équivalence de 4 à 5 tonnes de matière vivante dans les sols, eh bien, c'est un objectif qu'on peut se fixer, que tous les sols en zone tempérée puissent posséder ces 4 à 5 tonnes de matière vivante pour qu'ils puissent contribuer à faire fonctionner correctement les sols en zone tempérée. Et faire fonctionner les sols en zone tempérée, ça veut dire rendre service et contribuer à des fonctions du sol, que sont le recyclage des nutriments, la transformation du carbone. Vous savez, on nous parle beaucoup du stockage de carbone dans les sols pour limiter la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Mais ça va contribuer aussi à maintenir la structure du sol, puisque si le sol est maintenu, il va moins s'éroder. S'il s'érode moins, on aura moins de problèmes environnementaux, mais on aura en même temps conservé le capital sol. C'est-à-dire, le sol qui est dans la parcelle va rester dans la parcelle. Donc on va essayer de diminuer les processus d'érosion, et puis aussi on va essayer de diminuer la compaction des sols pour offrir plus d'habitat pour cette biodiversité. Et puis il y a une quatrième fonction auquel participe la biodiversité, eh bien c'est la régulation des consommateurs qu'on appelle phytophages ou rhizophages, donc de matière organique vivante, qui embêtent les jardiniers, mais qui embêtent aussi les agriculteurs. Et donc, on appelle ça des bioagresseurs maintenant. On appelle plus ça des vers blancs ou des choses comme ça, mais c'est des bioagresseurs. Et donc, ces bioagresseurs, eh bien, ils peuvent être aussi régulés par des populations de prédatrices qui vont aussi vivre dans le sol, à condition qu'on leur permette de survivre ou de se développer dans le sol. Et donc, tout ça, ça va contribuer à rendre service à la société. Mais bon, on a quand même beaucoup de chemin à faire pour essayer de maintenir, voire développer cette biodiversité dans les sols tempérés, puisqu'elle a été plus ou moins altérée, principalement par les pratiques de gestion dans les sols agricoles, mais aussi dans les sols urbains. Donc voilà, deuxième partie de l'introduction sur la biodiversité dans son ensemble. Maintenant, on va se focaliser sur quoi vous êtes là. Donc ça fait déjà 1 heure que je parle. Non. 35 minutes déjà quand même. Et les vérités en tout ça. Ah oui, c'est ça. Alors bon, il y a des questions comme ça que j'ai repris au vol, qu'on entend souvent. Et donc on va essayer d'y répondre. Mais si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi les poser. Alors donc, à quoi ça ressemble un ver de terre? Déjà, il y a une tête sur un ver de terre. Et donc, il y a aussi une extrémité caudale, une queue. Il y a une bouche d'un côté, il y a un anus de l'autre. On reconnaît aussi un ver de terre parce qu'il a un clitellum. Ça sert à quoi le clitellum? Ça symbolise quoi le clitellum? Alors, il faut parler plus fort, parce que je suis sourd, et il y a du monde à entendre, mais voilà. Vous disiez?
L'estomac, Non. la respiration. Ça signifie que quand on voit un clitellum comme ça sur un ver de terre, ça signifie qu'on a affaire à un ver de terre adulte. Donc il est en pleine possession de ses moyens de reproduction, que l'on va un peu regarder tout après. Alors, les vers de terre font partie d'un embranchement qu'on appelle l'embranchement des annélides. Donc les annélides, c'est les vers ronds annelés. À différence des vers ronds non annelés, comme les nématodes, les cestodes, au sens large, ou les vers plats, les platelmintes. Donc là, on a les annélides, vers annelés, qui ont inventé la métamérie, donc la succession d'anneaux similaires qu'on répète de la tête jusqu'à la queue, en modifiant un tout petit peu le schéma quand même. Il y a des soies de chaque côté du corps pour pouvoir se déplacer. Et puis après, on va avoir aussi à l'intérieur un tube digestif, des vaisseaux sanguins, et puis des ganglions cérébroïdes. Il y a 5 ganglions cérébroïdes. 5 ganglions cérébroïdes, ça ne fait pas un cerveau, mais ça y contribue. C'est un début, c'est un bon début. Et puis il y a 5 cœurs. Ça ne fait pas un cœur comme nous, mais ça fait la même chose. Ça envoie et ça permet d'alimenter l'ensemble de l'organisme en oxygène. Le ver de terre est tout gluant. Vous savez pourquoi? Bon, on verra ça tout à l'heure. Donc, combien il y aurait d'espèces de vers de terre en France pour ceux qui n'ont pas lu la télé? J'étais trop vite. Ouais, donc, ce sont des groupes qui sont peu diversifiés, hein, à la différence des insectes, par exemple. Les insectes, on est à 1 million, plus de 1 million d'espèces. On considère qu'on est à 30% là aussi de la connaissance et tout ça, de cette diversité des espèces. Mais quand on a pas de pattes, pas d'ailes, pas de chocolat, non, eh bien, on ne va pas très loin. Et donc, forcément, les déplacements sont faibles. Et donc, la diversité spécifique est faible aussi. On verra tout à l'heure à l'échelle mondiale combien on a d'espèces. Mais voilà, on a entre 100 et 140 espèces, sachant que la dernière glaciation s'est arrêtée entre La Rochelle et puis Montpellier. Donc on a 140 espèces possibles au sud de cette limite de la dernière glaciation. Et puis au nord de cette limite, on a des espèces qui recolonisent, mais on est plutôt à 30 espèces, 40 espèces au maximum. Ces espèces pour recoloniser sont fortement aidées par les activités humaines. Donc, ça c'est ce qu'on pourrait appeler la diversité taxonomique, le nombre d'espèces, 140. Mais on peut aussi regrouper ces différentes espèces en groupes fonctionnels selon qu'elles vont jouer les mêmes rôles ou contribuer au même rôle. Et donc on considère 3 grands groupes fonctionnels chez les lombriciens, les épigées, les endogées et les anéciques. Donc les épigées, c'est des espèces qui vivent à la surface du sol, que vous connaissez, qu'on trouve dans les composts, dans les amas de matière organique, etc., dans les lombricomposteurs qu'on a aussi sous l'évier si on a été en acheter un nature et découverte. C'est les vers de terre qui vivent pas très longtemps parce qu'étant à la surface du sol, ils sont soumis à la prédation, ils sont soumis aussi aux aléas climatiques. Donc ils vont se développer pendant les périodes favorables, ni trop chaudes, ni trop froides. Ils sont très colorés, mais vous les connaissez. À l'inverse, les espèces lombriciennes qui vivent dans le sol sans jamais remonter à la surface, on appelle ça des espèces endogées. Et donc là, au contraire, elles sont plutôt géophages, elles mangent du sol, elles se déplacent plus ou moins horizontalement, et puis elles consomment des exudats racinaires aussi, quand elles peuvent, et elles consomment la matière organique humifiée qu'il y a dans les horizons organominéraux des sols. Elles contribuent à la création de structures grumeleuses dans les sols. Je vais vous montrer tout à l'heure des photos pour voir un peu les différentes espèces. La troisième catégorie, c'est la catégorie des anéciques. C'est les animaux de grande taille. C'est la catégorie qui fait la synthèse entre épigées et endogées. Elles remontent à la surface pour se nourrir, donc elles se comportent comme une espèce épigée. Et puis elle reste dans la terre quand elle n'est pas en recherche de nourriture.
Et donc là, elle a un rôle d'endogée, puisqu'elle va créer des galeries pour se déplacer. Mais les galeries, elles vont plutôt être verticales à plus ou moins obliques. Mais elles ne seront pas ou peu horizontales. Chez les anéciques, on va distinguer deux sous-groupes. Un sous-groupe qu'on appelle, nous, tête rouge, et vous le reverrez après, et puis le tête noire. Ce tête rouge et ce tête noire, ce sont des anéciques, on va les regarder en détail. On a fait deux sous-groupes parce qu'il y en a un qui est très sensible aux perturbations liées au passage d'engins mécaniques dans les sols. Donc ça, c'est le tête rouge, dont le lombric commun en jaune là, ici, là. Et celui-là, il est plutôt beaucoup plus sensible aux produits chimiques apportés par l'homme. Donc, ça nous permet d'avoir deux indicateurs par rapport à l'augmentation des pratiques ou diminution des pratiques négatives ou positives. Là, c'est des photos d'espèces épigées. Donc, c'est des espèces qui font quelques centimètres de longueur, qui vivent dans les écorces, dans le bois mort, comme c'est en haut à gauche, dans les bouses, donc, comme Castaneus, donc des espèces qu'on appelle coprophages, et puis des espèces que Eisenia andreae ou fetida, c'est les espèces qu'on achète avec le lombricomposteur, qu'on appelle aussi vers de fumier. C'est ces espèces-là qui servent aussi à pas vivant pour la pêche aussi. C'est ceux qu'on achète, qui se vendent sous l'appellation rouge de Californie ou différentes choses comme ça. Là, des espèces endogées. Alors, ici, vous voyez que les couleurs sont très différentes avec le fait qu'ils sont apigmentés ou très peu pigmentés. Elles sont tellement peu pigmentées qu'on peut voir l'intérieur du corps, là. On voit les amas graisseux jaunâtres dans celui-là. Et donc, il y a une diversité. Il y a des petits qui font 3-4 cm de longueur. Ici, vous voyez, c'est une espèce endogée trapue qui fait 10 cm de longueur et puis qui est beaucoup plus large que les autres. Et celle-là est très sensible aux activités humaines. Donc, quand on la voit réapparaître dans nos prélèvements, on est un peu intéressé parce que ça veut dire que le gestionnaire de la parcelle a modifié ses pratiques et qu'elles sont moins agressives. La dernière espèce à subsister dans un sol de grande culture il y a 30-40 ans, où il ne restait plus qu'une seule espèce, c'était cette espèce-là. Elle est moyennement grande, elle fait 5-6 cm, donc la charrue, tout ça, la fait tourner, mais la coupe pas en 2 ou 3 morceaux. Et puis là, ici à droite, c'est une espèce qui vit plutôt dans les milieux putrides ou dans les sols hydromorphes, là où l'eau stagne pendant un certain temps, où il y a un manque d'oxygène. Et donc il est un peu verdâtre, Chlorotica, mérite son nom. Maintenant, les espèces anéciques, avec ici justement le tête rouge à gauche et puis le tête noire à droite. Ils s'appellent respectivement Lombricus terrestris et puis l'autre Aporectoda gerdi. Et notre Lombricus terrestris, c'est celui qui est reconnu aussi et qu'on appelle le lombric commun. Donc ces espèces sont de grande taille. Là, ici la tête, là, ici la queue. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a un gradient de décoloration qui va de la tête vers la queue. Vous pouvez me dire pourquoi ? Comment ? Il va aller chercher de la nourriture à la surface. Et quand il va aller chercher de la nourriture à la surface, il prend des risques là. Donc il a intérêt à être plus ou moins homochrome, donc à être plus ou moins masqué dans la litière. Donc cette partie qui va prendre des risques, donc, du côté de la tête, elle va être beaucoup plus pigmentée que la partie qui va rester accrochée à la galerie et qui va permettre à tout le corps du ver de terre de, si nécessaire, à rapidement se rétracter dans la galerie. Donc après, ça c'est des vers de terre qu'on trouve partout, même en Bretagne. Et puis il y a des vers de terre qu'on trouve que dans le sud, en dessous de la zone de glaciation. C'est des espèces du genre Sceroteca. Donc là, ici, c'est le tête noire qu'on trouve partout en France. Et là, il y a celui-là qu'on trouve à Marseille, ou chez les Marseillais.
mais pas qu'à Marseille, à Montpellier aussi. Et donc, il fait à peu près 1 mètre de longueur. Et il fait à peu près, adulte, il fait 2 à 3 cm de diamètre. Juvénile, il fait cette dimension-là. Ouais, c'est ça, ouais. Mais vous voyez, donc il a un diamètre qui fait à peine 1 cm et demi. Donc, c'est la star française. Mais donc, il y a plusieurs espèces comme ça, plus ou moins géantes, sur lesquelles on connaît que très peu de choses, et qu'au fur et à mesure que les métropoles s'étendent, comme Montpellier par exemple, ben, il y a 2 stations qui ont disparu avec des animaux qui étaient là, qu'on n'a pas eu le temps d'inventorier, de protéger ou choses comme ça. Et comme ils ne sont pas identifiés sur des listes rouges ou des listes oranges, ils ne sont pas pris en compte dans les programmes d'aménagement urbain. Donc voilà. Dans nos publications, quand on publie pour localiser un sclérotéca, on le localise à l'échelle du département. Parce que ce n'est pas la peine non plus de créer après une recherche, une chasse aux vers de terre de grande taille. Le département où il y a le plus de vers de terre de grande taille, c'est dans le Gers. Là-bas, quand vous parlez avec eux, ils pensent que tous les vers de terre de France, ils sont grands comme ça. Que chez eux, c'est tellement commun. Et à travers le monde, bien, il y a 3000 espèces de lombriciens. Et on a un sous-embranchement qui s'appelle Mégascoloidés, que vous voyez à droite là. Mégascoloidés, ça porte son nom. C'est des mégascoloidés. Le monsieur, il n'a pas une petite main là. Hein. C'est un Hongrois. Il a la main, on la voit ici là. Et ça, c'est des cocons. Les cocons qui vont contenir les embryons des vers de terre. Tout à l'heure, on verra la taille des cocons qu'on trouve en France. Là, celui-là, il fait gentiment 8 à 9 cm de longueur. Donc voilà, on trouve des vers de grande taille. Il y a des petites vidéos qu'on trouve sur Internet où on voit les gens consommer ça, comme les escargots. C'est 95% de protéines, hein, une fois qu'on a vu le tube digestif. Ah ouais. Donc là, maintenant, on va passer à la biologie des lombriciens avec la reproduction. La reproduction, ce sont des hermaphrodites protandres. Donc, hermaphrodite, vous savez ce que ça veut dire? Protandres, comme les escargots. D'abord, par contre, ils sont mâles en premier. Et donc là, vous voyez 2 mâles accouplés en train d'échanger des spermatozoïdes qui vont stocker dans des spermathèques. Et les spermathèques sont des zones de protection et de maintien en vie des spermatozoïdes du conjoint. C'est-à-dire que pendant 5-6 mois, si nécessaire, la traversée, par exemple, en bateau pour aller au Canada, puisque ces vers de terre dominent les prairies canadiennes, ils ont traversé comme ça, et bien ça permet de coloniser de nouveaux territoires. Ils sont arrivés aussi en Nouvelle-Zélande. Ils produisent des cocons. Donc les cocons, ça a cette tête-là. Mais vous voyez, par rapport à ce qu'on voyait tout de suite, là c'est un cocon de tête noire, là c'est un cocon de tête rouge, le lombric commun. Il fait à peine 1 cm de longueur par rapport au cocon qu'on voyait tout à l'heure qui faisait la largeur de la main du monsieur là. Ce cocon, eh bien, l'enveloppe du cocon est produite par le clitellum et après le ver de terre recule. Et donc, il décharge, entre guillemets, des spermatozoïdes du conjoint, il dépose des œufs qu'il produit lui-même parce qu'il est passé femelle entre-temps, et puis au fur et à mesure qu'il se recule, eh bien, le tube est clipsé à chaque extrémité quand il s'est complètement retiré. Et donc dans ce cocon, on va avoir du vitellus, donc la nourriture pour l'embryon, des œufs et des spermatozoïdes, il y aura fécondation et puis production de 1 ou plusieurs embryons au sein du cocon. On va voir tout de suite après la prolificité, donc le nombre de descendants produits par des cocons de grande taille chez les espèces épianésiques, comme le lombric commun, comparé à des espèces épigées, qui sont ici les cocons d'épigées. Alors, la longévité d'un ver de terre, c'est variable selon le groupe auquel il appartient. Entre les épigées qui vont vivre une saison favorable, entre la saison froide et la saison chaude,
Les anéciques et endogés, eux, vont plutôt vivre plus longtemps parce qu'ils ont des moyens de survivre au sol desséché ou au sol gelé. Donc pour l'instant déjà, le temps de génération entre une espèce épigée, le temps de génération est de 2 à 3 mois pour qu'un adulte produise un autre adulte. Alors que chez les anéciques, chez le lombric commun, il faut entre 7 et 22 mois, donc en une demi-année à 2 ans quasiment, pour conclure le cycle de vie. Donc déjà, on va avoir un temps de croissance et de maturité beaucoup plus lent chez les espèces de grande taille. Maintenant, combien de descendants par an produisent ces groupes épigés et ces groupes anéciques? Les épigés, ils ont une stratégie, comme ils sont en zone de danger, puisqu'ils sont à la surface du sol, soumis à la prédation et soumis aux aléas climatiques. Donc l'énergie ingérée est réinvestie dans la production de descendants, au détriment de la survie de l'adulte. Et donc on va avoir un adulte va être capable de produire pendant sa vie entre 300 et 800 descendants, selon qu'il va vivre 1 mois ou 2 mois de plus. À différence, une espèce anécique, comme le lombric commun, lui va produire un cocon par mois. En moyenne, il y aura un embryon dans le cocon. Des fois, il y en a 2, mais c'est une fois sur 10. Et donc, sur 1 an, il va produire 12 descendants. Donc, on voit bien que quand on va détruire, par nos activités de gestion, on va détruire les espèces épigées. Si on modifie les pratiques, qu'elles deviennent favorables, les épigées vont vite revenir. Par contre, les espèces de grande taille, même si vous arrêtez les pratiques qui dégradent les activités de ces vers de terre, ils vont mettre entre 5 à 10 ans pour revenir et recoloniser. Est-ce que les cocons là sont visibles à l'œil nu? Ah oui, oui, On voit les œufs d'escargot. Oui, oui. Mais je ne pense pas avoir fait attention aux cocons. Là, sur celui-là, là. Ici, celui-là, on le voit bien, il fait quasiment 1 cm, il est assez long, il est jaune verdâtre. Jaune verdâtre. Ils ne sont jamais en couple. Ils sont dans... Est-ce qu'ils sont en groupe? Non. Ils sont le long d'une galerie, donc ils sont dans le réseau racinaire, le plus souvent, pour être un peu protégés. Alors, ceux qu'on voit mal, c'est ceux du lombric commun, parce qu'ils sont jaunes, verts au début, mais après, ils s'opacifient naturellement. Mais par contre, il fait quand même 1,5 cm, donc on le voit bien à l'œil nu. Par contre, les cocons d'épigées, c'est plus difficile, parce que là, on est à 2 mm, voire 3 mm de diamètre. Donc dans le composteur, il y a des cocons aussi. Oui, vous allez trouver des cocons, mais vous ne les voyez pas, parce qu'ils sont englués dans la masse organique. Et des fois, ils sont aussi, quand vous essayez de la paille, ils peuvent être dans la paille elle-même, parce qu'il est passé par là pour s'en débarrasser. Ça l'a aidé. Et on dit est-ce qu'un ver de terre coupé en donne 2? Non, 4. Oui, mais il se régénère. Non. Non. Il se régénère si il la coupe. S'il a perdu 20% du côté de la queue, il va être capable de cautériser ça, donc oui, ça va, j'arrive pas à trouver le terme, mais bon. Et puis après, il va passer 1 an en dormance ou en vie ralentie pour régénérer 1 ou 2 anneaux de manière à reconstituer un anus. Et pendant ce temps-là, il ne va pas manger parce que de toute manière, il n'est plus capable de manger. Et puis après, si on monte du côté du clitellum, donc s'il est coupé par la moitié, le côté queue meurt très rapidement, le côté tête meurt moins rapidement, mais meurt aussi. Donc il n'y a que les vers primitifs qui sont... Donc c'est souvent les platelmintes dont on parlait tout à l'heure. On les coupe en 2 et ça fait 2 platelmintes. Bon, c'est pour ça qu'il y a des vers plats qui mangent des vers de terre actuellement, qui envahissent les jardins. Ces vers plats, c'est des platelmintes. Et si on les coupe en 2, on les aide. Donc les anéciques et les endogés,
pour pouvoir passer l'hiver ou l'été, eh bien, ils se mettent en vie ralentie dans une logette d'estivation. La logette d'estivation, c'est ce que l'on voit ici, là. Et vous voyez, le ver, il est enroulé et le tube digestif est complètement vide. Et donc, il produit du mucus pour pouvoir continuer à respirer et puis à échanger avec son environnement. Mais par contre, il ne se nourrit plus. Donc, si le sol est desséché pendant très très longtemps, à cause de sécheresses estivales qui aujourd'hui sont plus longues qu'hier, eh bien, ils vont peut-être avoir des problèmes de devoir sacrifier des anneaux du côté de la queue, et donc le contenu de l'eau, pour pouvoir alimenter la pompe à mucus, pour continuer à avoir du mucus autour d'eux. À tel point qu'on peut trouver justement des organismes comme des radicelles qui vont venir se développer autour des vers de terre et qui vont absorber, pomper le mucus. Alors le mucus, c'est le même que celui qui nous sort du nez, hein. C'est des mucopolysaccharides, donc c'est facile à dégrader, mais c'est hautement énergétique. Donc les radicelles sont capables d'assimiler ça. Mais là, le ver de terre, il détecte un assèchement. Donc avec ses ganglions cérébroïdes, il décide d'envoyer de l'eau à tel endroit, mais il va continuer à en envoyer pendant un certain nombre de semaines. Et donc il va finir par se dessécher complètement. Et donc là, on a la preuve de l'agression flagrante d'un ver de terre par une racine. Et donc, le fait, c'est que ça ne fait pas disparaître les vers de terre. Ça fera moins disparaître les vers de terre que des sécheresses prolongées à venir. Avant la suite, c'est pourquoi étudier les vers de terre. Et donc, comment ils jouent des rôles sur le fonctionnement du sol. Mais pour ce faire, il faut que je change de diaporama. Que je passe au diaporama 2. Alors pourquoi étudier les vers de terre? Donc déjà c'est la question, à quoi ça sert les vers de terre, mais c'est pourquoi on insiste à étudier les vers de terre. Alors tout d'abord, c'est des espèces ingénieurs, c'est-à-dire qu'elles vont modifier le fonctionnement du sol au profit d'autres organismes. Les organismes ingénieurs, ça peut être des éléphants qui sèment des graines plus ou moins grandes, plus ou moins loin, qui font des trouées dans la forêt et puis d'autres animaux en profitent de ces trouées. Mais ça peut être des petits organismes comme les coraux. Et donc les coraux assemblés, eh bien, ça fait une barrière de corail. Et d'un côté ou de l'autre de l'écosystème océanique, eh bien, on n'a pas les mêmes conditions de vie. Et donc on n'a pas la même biodiversité. Donc les coraux modifient l'écosystème au profit de tous les autres animaux qu'on peut trouver dans les lagons. Et bien là, c'est la même chose. On considère que les vers de terre sont des espèces ingénieurs qui modifient le fonctionnement de l'écosystème au profit d'autres espèces. Et on va essayer de voir un peu. On considère aussi que c'est une espèce clé de voûte, dans le sens que si elle disparaît, eh bien, une partie des chaînes alimentaires, une partie des fonctions du sol vont disparaître avec elle. Donc l'espèce ingénieure, parce qu'elle contribue à stimuler et à modifier les composantes du sol, qu'elles soient biologiques. Ah oui, il faut que je reprenne le pointeur. Qu'elles soient biologiques, donc là en stimulant les micro-organismes, on va voir comment tout à l'heure, en modifiant la physique du sol et en passant d'une structure plus ou moins compacte à une structure grumeleuse, et puis en modifiant la chimie, puisqu'ils vont aussi contribuer à accélérer le recyclage du carbone, de l'azote et tout ça, et de libérer des éléments dans la solution du sol pour alimenter les racines des plantes. Sachant que s'ils alimentent les racines des plantes, les plantes vont croître, à un moment donné elles vont mourir, et ils vont pouvoir récupérer plus de matière organique morte à ingérer. Donc, tout ça, ça se passe ainsi, et donc il y a un système interactif qui fait que les vers de terre vont modifier et stimuler
la biodiversité, donc les micro-organismes, mais aussi d'autres organismes, les composantes chimiques et physiques des sols. Alors par rapport à ça, ils vont conditionner, je passe là-dessus parce que vous pourrez le lire et je viens de le dire aussi. Hein. Donc ils stimulent l'activité des micro-organismes parce qu'ils apportent à manger, ils transportent de la matière organique de la surface vers la profondeur. Donc les vers de terre sont capables de se déplacer, les bactéries ne peuvent pas se déplacer. Donc ils apportent de la nourriture aux bactéries. Les bactéries se développent sur cette nourriture. Et les protozoaires, qui sont des mangeurs de bactéries, ben, eux, ils en profitent. Mais le ver de terre va en profiter aussi. Hein. Ils conditionnent, comme on disait, la structure du sol en créant de la porosité qui va favoriser la filtration, qui va favoriser la rétention en eau pour alimenter les racines, et choses comme ça. Et on disait que ça aussi, ça allait favoriser la structure grumeleuse des sols. Naturellement, les vers de terre sont conditionnés avant que l'homme vienne perturber leur distribution naturelle. Eh bien, il y a certaines caractéristiques physico-chimiques et biologiques des sols qui font faire que les vers de terre vont être présents à tel endroit et pas présents à d'autres endroits. Par exemple, le pH du sol va conditionner la présence ou l'absence des vers de terre. Avec un pH très acide, il n'y aura plus de vers de terre. Si on descend à un pH en dessous de 3,5, il n'y a pas de vers de terre. Si on descend entre 3,5 et 4,5, il y a beaucoup moins de vers de terre que près d'un pH neutre, autour de 6,5, 7. Les pH basiques ne sont pas très nocifs pour les vers de terre. Donc, les massifs sur sol acide, comme le massif armoricain, le massif central, il y aura moins de vers de terre naturellement que dans les bassins sédimentaires. Déjà. Après, la profondeur de sol, la composition minérale, la texture, des sols argileux, des sols limoneux, des sols sableux. Jusqu'à maintenant, on disait que les sols sableux possédaient moins de vers de terre, en nombre total de vers de terre ou en nombre d'espèces, que les sols limoneux. Les sols argileux, comme ils se compactent facilement, il y a aussi un peu moins d'espèces. Mais bon, plus on observe, plus on échantillonne, plus on s'aperçoit que, eh bien, il y a des distributions de vers de terre qui sont un peu des présupposés historiques qu'il faut remettre en cause. Donc par contre, la profondeur de sol, si le sol il fait 10 cm de profondeur, vous n'aurez pas d'espèces anéciques. Parce que les espèces anéciques qui ont besoin de creuser des galeries, si le sol est superficiel, ça ne marchera pas. Est-ce qu'en comptant par mètre carré le nombre de tortillons, on peut compter combien de vers de terre il y a dans le sol? Ben, c'est une mesure indirecte, mais le tortillon, il est fonction de la compaction du sol. C'est-à-dire que s'il y a parce que remonter à la surface pour un ver de terre pour déposer ses déjections, c'est un risque potentiel, qu'il y ait une chouette ou autre chose comme ça. Donc moins souvent il monte à la surface du sol, plus il rallonge sa vie. Parce que dans un mois, il y aura beaucoup de tortillons aussi le sol. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que c'est au début de la reprise d'activité, ils recréent un réseau de galeries. Donc là, ils exportent, entre guillemets, à l'extérieur la matière minérale qu'ils ont à gérer. Mais une fois que le réseau de galeries est constitué, ils vont progressivement le reboucher en redéposant des déjections. Donc, dans le temps, le dépôt de turicule va varier en fonction de la saison. Et il va varier aussi en fonction de la compaction, parce que si le sol est peu compacté, eh bien, le ver de terre ne pouvant pas déposer ses déjections dans le sol, va monter les déposer à la surface. Donc en comptant les tortillons, selon que le sol soit compacté ou pas, vous comptez le problème des vers de terre ou vous comptez le nombre de vers de terre. L'humidité du sol est aussi un facteur limitant. Si le sol est ennoyé 10 mois de l'année sur 12, il y aura beaucoup moins de vers de terre. Donc c'est ce qu'on va appeler les conditions naturelles d'habitabilité. Parce que pour dire que le ver de terre n'est pas là, il faut déjà qu'on définisse à l'avance s'il était là avant que l'homme soit l'homme, avant que l'humanité soit sédentaire. Donc, une fois que l'humanité a été sédentaire, elle a modifié les choses. Elle a rasé les forêts en Europe et elle a remplacé ça par des prairies. Pour les vers de terre, ça a été un bonus. Hein, parce que dans les forêts, c'est plutôt de la lignine, les feuilles de chêne, c'est de la lignine, c'est de la cellulose. Les feuilles de graminées, c'est plus tendre à ingérer. Il y a moins de lignine, moins de cellulose. Donc, ils ont pu avoir accès à plus de nourriture facilement assimilable et plus riche en azote.
Et en plus, ils avaient des activités de transport de terre, de transport de biens, qui fait qu'ils utilisaient les transports humains pour aller jusqu'en Nouvelle-Zélande, par exemple. Autre rôle des vers de terre, ce qu'on ne sait pas trop, c'est qu'ils sont la première biomasse animale terrestre en zone tempérée. C'est-à-dire qu'il y a plus, dans un hectare, on a vu tout à l'heure qu'il y avait autour de 2-3 tonnes potentielles de vers de terre à l'hectare. Il y a plus de tonnes de vers de terre que d'oiseaux ou que de mammifères ou choses comme ça à l'hectare. Et ceci en fait que, comme c'est la première biomasse animale, on peut la manger. Et donc, il y a plus de 200 prédateurs qui vont consommer des vers de terre. Par exemple, la densité de blaireaux dans un paysage est fonction de la densité de prairies permanentes, qui sont les milieux les plus favorables aux vers de terre. Les sangliers vont aussi chercher les vers de terre. La chouette chevêche nourrit ses petits, principalement avec des vers de terre anessiques. La bécasse fait son cycle avec une nécessité d'avoir des vers de terre dans ces zones favorables. Et puis, vous voyez ici l'oiseau qui tire sur le ver de terre. Vous avez déjà vu cette photo, vous avez vu ça en réalité. Parce que quand l'oiseau a tapoté sur le sol, il a fait trembler le sol et le ver de terre a pris comme réflexe, quand le sol tremble, de remonter à la surface et comme ça, il se fait manger par l'oiseau. Donc ça veut dire qu'il n'a pas pris en compte le fait que les oiseaux étaient apparus il y a quelques petites années. Donc ils sont apparus à la fin du secondaire, début du tertiaire. Et le ver de terre n'a toujours pas réagi que les oiseaux étaient arrivés. Donc il a 5 ganglions cérébroïdes, ça n'en fait pas un as de la... Mais par contre, ils sont très bien adaptés aux conditions de milieu. Et s'ils sont là, ils sont capables de se reproduire. Il y a par contre des activités humaines qui peuvent modifier. Mais les mouettes n'ont jamais fait disparaître les vers de terre qu'elles mangent derrière la charrue. Et donc, c'est vrai que par rapport à ça, on a des problèmes d'extinction, l'extension des villes et tout ça, en consommant les sols fertiles, a aussi fait disparaître des vers de terre. Non, il y en a qui ne dorment pas. Il y en a qui peinent quand même. Hein. J'ai pas les noms, mais je peux les citer. Donc le fait, c'est que les vers de terre, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir comment ils impactent le fonctionnement du sol. Donc tout à l'heure, on a dit qu'ils impactaient la chimie, la physique et la biodiversité microbienne. Bien ça, c'est ce qu'on va appeler un système interactif entre la biologie, la chimie et la physique du sol. Et ce système interactif, il est ritualisé depuis un paquet d'années quand même, que les vers de terre sont apparus. C'est la forêt produit des feuilles mortes à l'automne. Ces feuilles mortes tombent sur le sol. Elles sont plus ou moins dégradées par l'action des micro-organismes, des champignons et compagnie, et la faune du sol. Une partie est libérée dans la solution du sol pour pouvoir alimenter les racines et la production végétale. Et donc ça, on retrouve là, on boucle une partie là. Donc là, repointeur. On trouve d'ailleurs des feuilles dressées quelquefois. Oui, c'est ça, voilà. Donc là, ces matières organiques qui tombent chaque année sont dégradées par ces activités biologiques dans les sols. C'est remis en solution, ça alimente les racines et les végétaux produisent à nouveau des feuilles mortes. Et puis il y a une deuxième étape qui est qu'il y a une matière organique qui est plus difficilement dégradable, c'est la lignine, c'est les hémicelluloses ou cellulose, et ça va constituer une interaction avec la matière minérale, et donc avec la matière minérale pour créer des structures organominérales. Et c'est ça qui va constituer le squelette du sol. Et cette structuration du sol, ça va permettre aux racines de progresser, ça va permettre aux organismes de se déplacer, et donc ainsi de pouvoir modifier la circulation de l'eau et des éléments chimiques dans le sol. Et tout ça, ça va être constamment partout, en tout temps et en tout lieu.
Dans votre jardin, c'est ça aussi, mais ce n'est pas des feuilles de chêne qui tombent, mais c'est d'autres matières organiques mortes, etc., etc. Les matières organiques mortes, ça peut être un cadavre aussi. Hein. C'est tout ce qui est matière organique en décomposition. Première étape, la fragmentation et incorporation de matière organique. Donc là, on met à la surface de la paille. 2 semaines après, on commence à voir des regroupements. 4 semaines après, on voit des petites cabanes qui commencent à être une réalité de... On ramène une bouse de paille. Vous voyez là, ça c'est de la paille en grande quantité, dans des cabanes déjà constituées. 4 semaines après, tout ça, ça a été réorganisé. Donc le ver de terre va réorganiser à la surface du sol la matière organique en décomposition, en faisant ce qu'on va appeler des petites cabanes à ver de terre. On y reviendra. Et donc des fois, on voit dans les allées gravillonnées des pétioles comme ça, là c'est un pétiole de marronnier qui est dressé tout droit. Ben, ça ne peut pas être autre chose qu'un ver de terre qu'il a récupéré et qu'il a commencé à l'enfouir dans sa galerie. Et pourquoi il l'enfouit dans sa galerie? Ben, il l'a enfoui dans sa galerie pour permettre une dégradation accélérée de ce pétiole. Pourquoi? Parce qu'en le mettant dans la galerie, le pétiole va se réhumecter, donc on va avoir gonflement des tissus morts. Les gonflements des tissus morts, ça crée un éclatement, et ça fait un peu comme le Titanic quand il a rencontré l'iceberg. Ça fait des portes d'entrée pour les micro-organismes. Les champignons colonisent ça, et donc je ne trouve plus le terme de ça là, pétiole, voilà. Le pétiole, si je le sors de la galerie, il va être tout mou, il y aura des taches blanches dessus. Et le ver de terre, il va revenir, il va consommer ces taches blanches qui sont des taches de champignons, de bactéries. Parce que les bactéries, c'est facile à consommer, facile à digérer, beaucoup plus que le côté ligneux du pétiole. Et donc ça, on peut constater ça partout. Dans des vignes, ils peuvent prendre des morceaux de sarment qui sont des fois un peu de grande taille, mais c'est pas grave, ils les recouvrent de déjections, et puis en les recouvrant de déjections, progressivement, eh bien, tout ça, ça fait que, là on voit des sarments de vigne qui ont été coupés là, et qui sont remis à l'air parce que j'ai décoffré ça, mais avant ils étaient recouverts de déjections de vers de terre. Et en les recouvrant, ben, ils se réhumectent, ces sarments, et puis le cycle recommence. Mais c'est bien les microbes qui dégradent la lignine, mais c'est le ver de terre qui stimule le microhabitat pour que les microbes se développent. Donc ce qu'on appelle les cabanes à ver de terre, c'est des micro-fermenteurs pour stimuler l'activité microbienne. Comme vous avez des micro-fermenteurs pour faire du pain, par exemple. Là, vous allez voir un ver de terre qui est en train de prendre une feuille de maïs et qui va la faire rentrer dans son... Là, il va faire un effort inconsidéré, il va se faire un tour de dos. Et là, il... Ouais, et hop là. Ben oui, c'est comme ça, parce que c'est comme une trompe, et il fait aspiration, et donc il n'y a pas de dents. Alors donc, maintenant, en accéléré, la décomposition de feuilles pendant 1 mois, sous l'action de quelques individus pigés, anéciques et endogés. L'endogé va commencer à faire des galeries horizontales. Pendant ce temps-là, l'anécique va faire des galeries un peu circulaires. Et les espèces épigées consomment les feuilles mortes à la surface. Donc c'est accéléré. Hein. Ça se passe dans votre cave. Et après, quand ils n'ont plus à manger, ils s'attaquent au mur. Donc oui, c'est... Et si on couvre le sol de carton, est-ce que ça amplifie l'action des vers de terre? Bah ça, oui, parce que ça leur offre une protection contre des dessiccations si le carton est humidifié. Oui.
Mais par contre, trop de carton, ça va nuire parce que c'est quand même de la cellulose. Donc ça ne se dégrade pas, ils n'ont pas les capacités pour le dégrader facilement. Donc ils ne vont pas en consommer facilement. Il faudra que le carton s'humidifie, qu'il soit colonisé par les champignons, pour qu'ils commencent à manger les champignons après. Donc pour ça, il faut en mettre pour couvrir et créer le maintien de l'humidité, par exemple. Voilà. Impressionnant. Hein. Donc maintenant qu'on a vu cette première activité de fragmentation et d'incorporation de la matière organique dans le sol, vous l'avez vu, d'accord? Eh bien tout ça, ça assure des brassages. Ça assure un brassage entre la matière organique qui était déposée en surface et la matière minérale qui était dans les couches en dessous. Et donc après, le ver de terre dépose à la surface ces déjections qui sont à la fois minérales et organiques, c'est les turicules. Il le dépose aussi dans le sol. Donc là, dans le sol, ici, on verra mieux tout à l'heure, je vous montrerai. Mais là, il y a une galerie dans laquelle qui est un peu noirâtre. C'est-à-dire que le ver de terre est venu déposer des déjections. Après, il est repassé dans l'autre sens et il a étalé ces déjections noirâtres, parce que pleines de matière organique, autour de la galerie. Et donc tout ça, ça fait qu'une tonne de ver de terre à l'hectare, c'est pas beaucoup, hein. Dans une prairie, il y en a 2 tonnes à peu près. Eh bien, ça consomme quand même de la matière organique et de la matière minérale, et ça produit 30 tonnes de déjection par hectare et par an. 30 tonnes, ça correspond à 1 cm de sol. Donc, son déplacement dans les sols, le dépôt de matière organique comme ça dans les sols, sous forme de déjection, ça va favoriser la création de microporosités qui participent à la rétention en eau. Ça va favoriser la mésoporosité qui à la fois favorise la rétention, mais favorise aussi l'infiltration de l'eau. Et ça va favoriser la macroporosité, donc les grandes galeries que les vers de terre font pour monter et faire une cabane à la surface, et après pour se mettre à l'abri dans le sol, d'accord? Vous voyez, là c'est une galerie en Y. Galerie en Y qui lui permet, avec une même galerie, d'aller voir les cabanes, comment elles évoluent. Et tout ça, cette macroporosité, elle va plutôt contribuer à l'infiltration de l'eau de surface. Maintenant, on va aussi avoir une illustration de la stimulation des activités microbiennes par l'activité des vers de terre. Et on retrouve notre fameuse galerie qu'on voyait tout à l'heure, où ici on a l'horizon organominéral, la matrice là plutôt minérale, et donc cette galerie qui est plus foncée, que vous pouvez voir peut-être plus foncée aussi, mais heureusement qu'elle a le cercle rouge. Mais c'est plus foncé. Et on va aller analyser le taux de carbone, d'azote et d'activité microbienne dans cette zone noirâtre par rapport à la zone ocre qui est autour. Donc la zone ocre, on va tout ramener à 1. Donc la mesure, elle est faite et tout ça, c'est considéré comme égal à 100%. Et donc, on a une augmentation du carbone de 180%, on a une augmentation de l'azote de 80%. Les activités microbiennes en respiration sont plus importantes aussi. Et la quantité de micro-organismes est plus importante aussi. Donc, dans ce micro-écosystème, qui est ridicule, hein, c'est une galerie de vers de terre, etc. Eh bien, le fait d'avoir transporté de la matière organique qui était en surface et qui est ramenée en profondeur, localement, va stimuler les microbes qui sont là, installés, et qui vont, grâce au carbone et à l'azote, se développer. Et qu'est-ce qu'ils font les microbes quand ils se développent? Ils minéralisent la matière organique qui était stockée là. Et en la minéralisant, eh bien, ils alimentent l'eau du sol pour qu'il va après s'enrichir en éléments nutritifs. Et ces éléments nutritifs vont aller alimenter les racines. Et donc, la stimulation des microbes, elle passe par une stimulation de l'activité racinaire. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais vous voyez une racine qui a utilisé une galerie d'anécique pour se progresser, parce que c'était plus facile à progresser, la galerie est en fait. Mais alors, avec les yeux de la foi, vous allez essayer de voir des radicelles circulaires. Voilà. Ici, là, une radicelle circulaire. Là, des radicelles aussi circulaires.
à votre avis, pourquoi la racine ou l'organisme s'amuse à faire des radicelles circulaires par rapport à ce que je viens de dire juste avant? Alors on répète, dans la galerie, il y avait de la matière organique qui avait été rapportée, ça a stimulé les activités microbiennes qui ont minéralisé et qui mettent en solution des éléments nutritifs dans le sol. Que font les radicelles circulaires là? Elles viennent épouser les zones d'activité microbienne qui libèrent des éléments nutritifs et elles captent ces éléments nutritifs. Alors ces éléments nutritifs, au lieu de s'écouler avec l'eau dans le sol, elles sont directement captées par les racines. Et donc, bien sûr, les racines, si elles se nourrissent de ça, elles vont croître plus rapidement, elles vont faire plus de racines, et en retour, le ver de terre aura plus de racines mortes à dégrader. Donc, bien sûr, c'est une espèce ingénieure qui favorise l'activité des autres organismes, mais il a un retour sur investissement quand même. Donc, la stimulation des activités microbiennes, donc de minéralisation de la matière organique, va permettre d'augmenter les productions primaires des écosystèmes. Je vous montrerai tout à l'heure un schéma de... je vais passer les diapos là, parce que... Voilà. Donc, une fois qu'on est d'accord qu'il y a plus d'activités biologiques liées aux activités des vers de terre, on peut en voir les conséquences environnementales. Environnementales sur l'érosion. Ici, on a fait un essai. C'est une zone où il n'y a pas beaucoup de vers de terre et un peuplement normal, qu'on va considérer comme normal ici. On va essayer de simuler une pluie, et donc il y a une pluie qui va tomber sur un sol où il n'y a pas beaucoup de vers de terre par rapport à un sol où il y a beaucoup de vers de terre. Et l'hypothèse, c'est qu'on va s'apercevoir qu'on va avoir plus de matière érodée dans cette zone-là que dans cette zone-là. Puisque s'il y a plus de macroporosité, de galeries, eh bien, il y aura une meilleure infiltration. Et l'hypothèse est vérifiée. La zone où il n'y a pas beaucoup de vers de terre et pas beaucoup de galeries, il y a plus de matière en suspension. Donc là, c'est la quantité en grammes de matière en suspension. Vous voyez qu'elle est beaucoup plus importante. C'est le double de ce qui est observé dans l'autre zone. Donc, les galeries ont bien un effet sur augmenter la macroporosité et augmenter les processus d'infiltration. Et donc, en augmentant l'infiltration, on va diminuer le ruissellement. Et si on diminue le ruissellement, on diminuera les processus d'érosion. Conséquence d'avoir plus de vers de terre et plus de microbes dans les sols, eh bien, c'est que ça va épurer les pesticides organiques. Donc là, c'est le principe. On a pris une solution de pesticides, ça s'appelle l'alachlore en bleu, donc, qui est concentré autour de 220. On le fait passer dans un trou artificiel du sol et on récupère l'eau à 40 cm de profondeur. On s'aperçoit qu'il y a un abattement de 30% de la toxicité du produit. Le produit a déjà été biodégradé ou dégradé de 30%. Si je fais passer par une galerie de vers de terre du lombric commun, je vais augmenter cette dégradation du pesticide organique de 50%. Donc forcément, il va me rester du pesticide organique là, qui va partir plus bas que 40, qui va aller dans l'eau de profondeur du sol, et qui va créer des problèmes environnementaux. Mais j'ai déjà écrété et diminué de 80% cette toxicité possible. Donc l'augmentation des activités biologiques, lombriciennes et microbiennes, contribue à épurer les activités biologiques. Donc, en résumé, si on arrive à gérer les activités biologiques dans les sols, eh bien, on pourra gérer les problèmes environnementaux qu'on peut rencontrer, d'érosion et puis de dégradation des sols. Donc, en résumé, et pour finir, les vers de terre jouent un rôle sur le fonctionnement du sol, avec la macroporosité, donc les galeries qui sont plus nombreuses et qui sont ouvertes à la surface. Ça favorise l'infiltration de l'eau, ça favorise aussi les flux de gaz, les échanges de gaz, ça oxygène le sol. La structure grumeleuse, eh bien, elle va permettre aussi une
de retenir l'eau plus longtemps à la disposition des racines. Elle va retenir les éléments. Au lieu que les éléments soient lessivés, les éléments vont rester dans les premiers centimètres du sol. Et la rugosité de surface, le fait d'avoir des éléments organiques à la surface du sol, eh bien, ça va diminuer l'agressivité des pluies et ça va favoriser l'infiltration. Et donc tout ça, eh bien, ça diminue les problèmes de ruissellement, ça diminue les problèmes de pesticides qui sont incorporés dans les sols, mais ça ne les résout pas complètement, bien sûr. Ça limite les lessivage de l'azote qu'on a apporté, des engrais qu'on a achetés, et puis tout ça, ça limite les pertes de sol, ça nous permet de conserver le capital sol, et en conservant le capital sol, après, il suffit d'avoir les bonnes pratiques pour pouvoir conserver ce capital. Capital qu'on peut aujourd'hui juger comme très important pour l'humanité, mais quand même un peu en danger, voire beaucoup en danger. Voilà.